Nous allons voir maintenant l'organisation des achats. La fonction achat est une fonction multiforme avec des structures et des processus très différents d'une société à une autre. Plus qu'un métier, elle constitue une collection de métiers qui se distinguent par certaines tâches, mais se rassemblent par une unité de but: satisfaire les attentes des clients internes en vue, en bout de chaîne, de créer davantage de valeur pour le client, puis l'actionnaire. La fonction achat recouvre l'ensemble des tâches qui ont pour objet de procurer dans les meilleures conditions et à moindre coût les matières, matériaux, composants, fournitures, outillages et équipements, ainsi qu'une partie des prestations de services extérieurs dont l'entreprise a besoin pour la réalisation des opérations qui dérivent de sa vocation. Pour cela, l'acheteur doit non seulement connaître parfaitement les produits et les fournisseurs du marché dont il est responsable, mais également être très attentif aux acteurs et aux processus auxquels ils participent. Les acheteurs travaillent généralement sur des marchés ou sur des portefeuilles de produits spécifiques qui ne nécessitent pas les mêmes compétences. En effet, certains achats hors production, comme les meubles, les fournitures ou les nuits d'hôtel, ne nécessitent pas une expertise technique élevée et ne permettent pas de négociations importantes. En revanche, certains marchés peuvent comporter une complexité technique ou logistique particulière et nécessiter des négociations difficiles. Différents profils d'acheteurs avec des compétences spécifiques sont recrutés en fonction des marchés qui leur seront affectés, comme le montre la figure. La matrice de Kraljic, représentée par ce tableau, compartimente les différentes familles d'achats et lui associe les compétences nécessaires de l'acheteur: importance de l'achat, profit potentiel, coût total, valeur ajoutée, etc. Vous pouvez constater sur cette matrice que le commerçant, le restaurateur, se doit d'être un négociateur avisé. Vous pourrez découvrir dans un autre module les principes de la négociation avec vos fournisseurs. Le rôle de l'acheteur. L'économie du XXIe siècle est une économie où l'innovation est la principale source d'avantages compétitifs. L'économie de l'information, de la connaissance et de la compétence est une économie de marché qui est caractérisée par une offre correspondant au stock d'informations, de connaissances et de compétences disponibles, une demande exprimée par les marchés, mes clients, ma stratégie, mes projets, la structure et les processus de mon entreprise. Ce sont les ressources humaines qui produisent la connaissance, objet de cette nouvelle économie. Et c'est donc le capital humain qui est la clé de son succès. La gestion des connaissances est un art difficile, car il fait appel à deux notions elles-mêmes abstraites: la gestion, qui n'est pas la production, mais plutôt une forme d'organisation, et la connaissance, qui n'est pas l'information, mais une forme de savoir-faire. La fonction achat doit gérer un potentiel de connaissances externes que l'entreprise n'a pas ou plus du fait de l'externalisation et qui demeure indispensable à son activité. En fonction de leurs ressources et de leur situation, les PME, et encore plus les TPE, doivent mettre en place différentes formes de benchmarking. Le benchmarking est une démarche bien spécifique destinée à comparer son entreprise, son organisation et ses processus avec ses partenaires et dans le meilleur des cas avec ses concurrents. Le but est bien d'identifier les bonnes pratiques qu'il s'agira de déployer en interne.
Connaissance des outils de gestion des achats et des stocks, tableau de bord de mesure de la performance achat, audit des fournisseurs, connaissance sur le fonctionnement des achats, structure, procédure, documents, la maîtrise des coûts, structure des coûts, coûts complets, vision à moyen et long terme, capacité à gérer les contrats, rédaction, suivi, aspect juridique, connaissance des outils informatiques, logiciels de gestion, bases de données, places de marché électroniques, sont autant d'exemples des compétences de base nécessaires à un acheteur. Au niveau de la négociation, il faut des compétences en communication, établir une relation durable de confiance, voire de partenariat, une capacité à s'adapter à son interlocuteur, culture, langage, niveau hiérarchique, un sens de l'argumentation commerciale, définir des priorités, faire des compromis, faire des propositions réalistes, capacité à gérer un panel de fournisseurs, sélection, homologation, audit, renouvellement, coaching, capacité à représenter et à défendre les intérêts de l'entreprise auprès des fournisseurs, des compétences linguistiques, capacité à communiquer avec des fournisseurs internationaux si nécessaire. Il est également nécessaire de posséder des connaissances techniques du produit acheté, usage, fonctionnement, conception, réglage, entretien, ou pour un achat alimentaire, origine du produit, calibre ou taille, utilisation, mode de cuisson, etc. Connaissance des composantes du marché fournisseur. Aptitude à la résolution des problèmes techniques. Savoir-faire dans la gestion des risques technologiques et logistiques. Bichemont et Merminot ont adapté le schéma de Kraljic pour le décomposer et associer les compétences et le profil des acheteurs. Définir les besoins de la façon la plus précise et les lister. Ensuite, contacter au moins 3 fournisseurs. Le prix seul n'est pas un élément suffisant. Même s'il a son importance, il faut tenir compte d'autres paramètres. Le service après-vente, le suivi, la formation éventuelle de votre personnel, les délais de paiement. Établir un tableau avec les différents critères sélectionnés afin de faciliter la comparaison. Exemple, pour l'achat d'un aspirateur, définir le type balai, traîneau, électrobrosse. Vous voyez ici une grille de sélection pour l'achat d'un aspirateur. Cette grille présente l'avantage d'orienter votre choix en fonction d'un résultat mathématique en occultant totalement les aspects relationnels que vous pourriez avoir avec un fournisseur. Le renouvellement, l'entretien et les réparations sont définis en fin d'année pour l'année suivante en fonction des stocks. Le renouvellement concerne l'achat des articles manquants, oreillers, couvertures, rideaux de douche, nappes de table, serviettes de table, etc. Pour cela, vous allez utiliser 2 sortes de tableaux. Le tableau d'investissement et le tableau CAPEX. Listez dans le tableau investissement les articles souhaités, le nom du fournisseur, la date de l'achat, les quantités, le prix unitaire, le montant total hors taxe. Ce document sera remis soit à la direction générale, soit à la comptabilité pour accord. Ci-dessus, un budget de tableau d'investissement pour des produits de restaurant. Tableau sur lequel vous programmez les dates d'achat et le budget, ce qui vous permet de l'intégrer dans votre budget prévisionnel. Le tableau CAPEX concerne l'achat de matériel, meubles, lits, ordinateurs, etc., n'existant pas encore dans l'établissement, dépenses d'investissement de capital. Le tableau CAPEX vous permet de faire une demande justifiée auprès de la direction et de l'affecter à un département spécifique.
Vous indiquez les réponses à l'appel d'offres que vous aurez réalisé au préalable et le fournisseur que vous recommandez ainsi que le montant de l'investissement. Ce tableau, après transmission, sera approuvé ou refusé par votre comptable, par exemple. Un stock est une quantité de biens accumulés dans l'attente d'une utilisation. C'est donc une réserve, mais c'est également une somme d'argent. Il faut stocker juste, ni trop peu, ni trop. Pour commander, il faut tenir compte du lieu de stockage, de la consommation, de la nature du produit, du délai de livraison, du coût des achats, de l'activité de l'entreprise. On déterminera donc différents types de stocks. Le stock de roulement, de sécurité, d'alerte, le stock maximum. Le stock de roulement qu'il faut avoir entre deux livraisons. Le stock de sécurité, c'est-à-dire le stock minimum. C'est le niveau de stock jugé le plus bas et qui déclenche une commande de manière à ne pas être en rupture de stock. Si une activité plus importante que prévu survenait, le fournisseur n'a pas le produit dans l'immédiat, le délai de livraison est long, ou un aléa quelconque, intempérie, grève, etc., survenait. Exemple, vous considérez que votre stock de sécurité est de 10 000 savonnettes. Votre délai de livraison est de 15 jours et votre consommation journalière de 100 savonnettes. Votre stock minimum est donc de 10 000 plus, entre parenthèses, 100 multiplié par 15 égale 25 000 savonnettes. Le stock d'alerte, c'est le moment à partir duquel il faut commander avant que les stocks de sécurité ne soient atteints, car il faut prévoir le délai de livraison. Votre stock de roulement est donc égal à 100 multiplié par 2, multiplié par 30 jours, multiplié par 68% parce que vous avez un taux d'occupation de 68%, soit 4080 savonnettes. Votre stock de sécurité est égal à 4080 savonnettes plus 7 jours multiplié par 2, multiplié par 100, multiplié par 68%, soit 5032 savonnettes. Et votre stock d'alerte est égal à 7 jours multiplié par 2, multiplié par 100 et multiplié par 68%, soit 952 savonnettes. Le stock maximum, quant à lui, est fonction de votre consommation du produit et des quantités minimum de commandes imposées par le fournisseur. Comme le stockage peut coûter cher, il faut éviter de passer de grosses commandes lorsque cela n'est pas indispensable. Toutes les commandes doivent être faites sur un bon de commande numéroté, fourni par l'établissement ou par informatique, et signé par le chef d'entreprise ou le responsable ou le directeur général. Il doit être rempli avec le plus de précision possible afin d'éviter des litiges à la livraison. Si vous ne réceptionnez pas la marchandise, donnez un exemplaire de la commande à l'économe pour qu'il ait les éléments nécessaires lors de la réception des produits. Lors de la réception de la marchandise, vérifiez que les articles et les quantités sont conformes grâce au bon de commande et au bon de livraison. Ce travail doit être fait très soigneusement. Notez la mention OK, livrez-le avec la date et signez le bon de livraison. Pour votre sécurité, inscrivez au-dessus de votre signature la mention sous réserve de déballage. Lorsque la facture se substitue au bon de livraison, il convient de la traiter de la même manière et de la remettre à la secrétaire ou au comptable afin qu'elle suive le circuit normal. Joignez le bon de livraison émargé au bon de commande ainsi que la commande d'achat correspondant. Conservez le tout en attendant le passage de la facture dans un classeur ou une chemise. Pour les stocks importants, il est recommandé de tenir des fiches de stock.
Les fiches de stock permettent de connaître en permanence l'état du stock, mais aussi sa valeur. On enregistre toutes les entrées et sorties. À chaque mouvement, le stock est remis à jour. Vous avez ici un exemple de fiche de stock simple. On peut évidemment la compléter en y ajoutant des colonnes de chiffrage, telles que vous avez pu le voir dans le module de gestion des stocks. Chaque marchandise sortant de l'économa doit faire l'objet d'un bon. Ce document doit être rempli correctement, daté et signé. Un double doit être remis au moment de la réception de la marchandise pour que le service demandeur puisse effectuer le contrôle. Ces bons sont archivés. En cas de litige, au moment de l'inventaire, ils peuvent être consultés. Toutes les marchandises représentent un capital. Il faut donc en prendre soin en les rangeant dans le local aménagé à cet effet, fermant à clé, sec, à l'abri des rongeurs et des poussières. Il faut faire tourner les produits sur les rayonnages, ce qui signifie qu'il faut toujours mettre les nouveaux produits derrière les anciens pour assurer une bonne rotation et ne pas se retrouver avec des produits défraîchis ou périmés. Afin de faciliter son travail, il est préférable de les ranger par article de même catégorie. Les produits le plus souvent utilisés doivent être d'accès le plus facile. Afin de vérifier l'exactitude de vos fiches, vous devez compter physiquement vos stocks. Suivant les articles, les inventaires se font tous les mois, exemple les produits d'accueil, ou tous les ans, exemple le linge. Ces inventaires permettent de contrôler vos consommations et la rotation de vos stocks, et un coulage éventuel. Pour exemple, les données sont les suivantes. Stock initial, donc l'inventaire au premier jour du mois, était de 200 euros. Nous avons acheté pour 70 euros dans le mois et nous avons un stock final au dernier jour du mois de 100 euros. La consommation est donc de 200 plus 70 égale 270 moins 100 égale 170. La rotation en nombre de jours calculée sur un mois de 30 jours, le stock moyen en euros multiplié par le nombre de jours du mois divisé par la consommation en cours, soit 150 euros multiplié par 30 jours divisé par 170 euros égale 26 jours. Ça veut dire que vous avez en moyenne 26 jours de stock dans votre établissement. Le stock moyen est égal au stock initial plus le stock final divisé par 2, soit ici 200 plus 100 qui est le stock final divisé par 2 égale 150 euros. Votre stock moyen a donc une valeur de 150 euros. Ces calculs peuvent se faire en valeur ou en nombre de produits. Vous pouvez également réaliser un tableau de chiffrage et consommation du mois tel qu'il vous est présenté ici. Le stock du mois précédent, par exemple pour le Solugan Vegam, plus vos achats du mois, 15, égale le total stock plus achat, soit 25. Desquels on va retrancher le total de l'inventaire, soit 8, ce qui va nous donner la consommation du mois, c'est-à-dire 17. Cette consommation du mois multipliée par le prix unitaire de 12,25 € égale le total de la valeur consommée, c'est-à-dire 208,25 €. Puis le total de l'inventaire, c'est-à-dire 8, multiplié par le prix unitaire 12,25 est égal à la valeur de l'inventaire, soit 98 €.